Le thème de ma présentation aujourd'hui, donc je crois situé dans le thème de la session, c'est les forêts du futur. Donc en effet, je vais surtout vous parler, enfin en grande partie de ce que moi, voilà, des choses sur lesquelles moi je travaille, c'est-à-dire le lien entre la composition en essence des forêts et leur fonctionnement. Mais j'ai vu nécessaire de remettre tout ça dans le contexte qui compte, entre guillemets, c'est-à-dire sur le changement climatique. Je voulais juste commencer par dire que voilà, on a la chance en fait, on va dire en Europe d'avoir et en France en particulier, une grande diversité de types d'écosystèmes forestiers sur des relatives courtes distances. Mais quel que soit donc le type de ces écosystèmes forestiers, ils sont tous sans exception impactés par le changement climatique. Et alors là, dans les diapos à venir, j'essaie de faire vraiment une review rapide de ces impacts pour mieux comprendre les enjeux ensuite liés au lien entre diversité et fonctionnement. Donc, voilà, on sait que notamment, la première chose à laquelle on pense, c'est l'effet du changement climatique sur la productivité des forêts. Donc, leur capacité donc, notamment à stocker du carbone. Alors, c'est vrai que j'ai un petit biais, on va dire, tempéré. En fait, jusqu'à maintenant, sur les dernières décennies, même si ça date un petit peu ces données-là, mais l'impact moyen, c'est plutôt une tendance à une augmentation de la croissance, que ce soit voilà, croissance en biomasse, en volume ou croissance en hauteur, là pour l'exemple sur les pins d'Alep. Et donc, pourquoi on a cette stimulation de la croissance jusqu'à maintenant, en tout cas dans les forêts tempérées et métropolitaines en particulier, encore une fois en moyenne. Alors on pourrait penser que c'est notamment, vu que bon, certes l'augmentation de température est déjà significative, mais qu'on a surtout une augmentation du CO2, donc qui joue fortement sur la photosynthèse. Mais si les recherches s'accordent pour dire qu'il y a bien un effet transitoire stimulant de l'augmentation du CO2, des études, notamment celle-ci, que j'aime bien montrer, parce que bon, c'est les Suisses, ils ont beaucoup d'argent, mais voilà, c'est impressionnant, c'est-à-dire qu'ils ont diffusé du CO2 pendant 10 ans dans une forêt de hêtres matures, donc des hêtres de 40 mètres, du côté de Bâle, et ils ont montré qu'en fait, après plusieurs années, l'effet stimulant du CO2 s'estompait, on revenait en fait à un niveau de croissance similaire à avant, enfin avec le niveau de CO2 initial. Et une autre étude parue plus récemment, là, l'été l'année dernière, montrait qu'en fait, encore une fois, sur des données sur le long terme, montrait qu'à une échelle, voilà, donc sur vraiment le très long terme, sur une forêt mature, le bilan, le bilan de carbone moyen, enfin voilà, total était en fait nul sur l'effet du CO2. Pas de stimulation. Donc en fait, la raison principale, enfin on s'accorde à dire que la raison principale, c'est surtout que c'est des changements sur la phénologie. Donc c'est-à-dire la phénologie, c'est-à-dire donc le champ disciplinaire qui cherche à étudier le timing des événements qui rythment le cycle de vie d'un individu. Par exemple pour les arbres, l'apparition des feuilles, des fleurs, des fruits et la sénescence des feuilles, encore une fois, notamment en forêt tempérée. Et donc en fait, comme notamment l'augmentation de température affecte ce rythme phénologique des arbres, eh bien, la résultante de ça, c'est surtout d'ailleurs sur l'effet de la phénologie printanière, plutôt que sur la sénescence en automne, on a en fait une augmentation donc, de la période de croissance, parce que les feuilles arrivent plus tôt au printemps. Ce qui a d'autres problèmes vis-à-vis des gelées tardives, mais voilà, pas le temps d'en parler. Tout ça pour dire encore une fois que voilà, notamment la forêt métropolitaine a gagné en volume et en biomasse au cours des dernières décennies. Et en fait, il y a beaucoup de débats actuellement sur cette information donc, dans le monde forestier, notamment parce que les dernières données j'allais dire l'inventaire forestier national, mais de l'IGN, montrent en fait que ça y est, on arrive un peu à une saturation, c'est-à-dire qu'on n'a plus une augmentation continue donc, du volume donc, de bois nouvellement créé chaque année. Mais j'ai aussi mis ce mais ici parce que en fait, ce chiffre peut être un peu biaisé par le fait qu'on a aussi une augmentation en surface des forêts,
fait d'impact sur le long terme de la déprise agricole, et d'ailleurs notamment en région méditerranéenne, où il y a beaucoup de terres abandonnées, par exemple dans la région, souvent ce sont des vignes qui sont abandonnées, qui sont recolonisées par la forêt. Donc voilà, il ne faut pas tout attribuer à la stimulation liée au changement climatique. Mais évidemment, j'ai dit que c'était en moyenne, en fait, on a aussi déjà de plus en plus d'exemples où on a une réduction de la croissance, où cette fois on peut vraiment l'attribuer au changement climatique, et en particulier en région méditerranéenne, sur des problèmes de sécheresse accrue, parfois des événements de sécheresse plus fréquents et plus intenses. Notamment, voilà cet exemple du hêtre en Catalogne, où voilà, une diminution de 50% de la croissance a été estimée sur plusieurs décennies. En fait, si on extrapole un peu plus, on a même des événements de mortalité principalement liés à ces événements de sécheresse, donc qui sont en augmentation, encore une fois en fréquence et en intensité. Et là, cette fois, on peut avoir vraiment même des données à l'échelle mondiale, notamment en hémisphère nord, sur voilà, une augmentation des taux de mortalité vraiment liés à la sécheresse. Et à l'échelle française, on documente aussi ça, notamment avec les données du DSF, donc du département santé des forêts du ministère, qui, alors pas seulement sur la mortalité complète d'un arbre, mais qui documente aussi des choses comme par exemple la défoliation ou un pourcentage de branches mortes, et globalement avec des tendances en augmentation là encore. Pour être un peu plus concret sur des exemples, si vous avez eu la chance d'aller sur la face nord du Mont Ventoux, où il y a une superbe hêtraie sapinière, et bien en fait, depuis 15 ans maintenant, vous pouvez voir ce genre de choses. Ce sont des sapins en fait qui ont séché sur pied. Donc là, c'est l'effet répété des sécheresses qui a mené, les collègues de l'INRAE Avignon l'ont bien montré, qui ont amené à ces phénomènes. Et en fait, maintenant, on observe même donc les hêtres qui coexistent ici avec les sapins montrent aussi des signes de dépérissement maintenant, et peut-être même des mortalités sur pied à venir bientôt. Alors là, on voit pas bien, mais parce que c'est sûrement moi qui ai pris la photo, mais en fait, ça m'avait frappé. C'était en septembre 2017 que j'ai pris cette photo, quand je faisais encore du vélo. Et en fait, c'est des pins d'Alep, donc vers Valfonès, donc c'est à 25 km là, au nord de Montpellier. Et en fait, j'avais été choqué de voir des pins d'Alep secs, ou du moins avec toutes leurs aiguilles marron, donc au mois de septembre. Et donc c'est la première fois que je voyais des impacts aussi forts de sécheresse, même sur des espèces méditerranéennes. Et pour tout dire, dans mon unité, là, il y a des collègues qui travaillent donc à Puchabon, que beaucoup connaissent. Et en fait, ils ont aussi observé, ça y est, un peu de dépérissement sur le chêne vert, avec tout ce qu'il y a derrière. Donc si on n'a plus de pin d'Alep et de chêne vert dans la région, je ne sais pas ce qu'on aura. Ce qui amène justement au fait que le changement climatique amène, toujours pareil dans cette idée des forêts du futur, à des changements de répartition d'espèces, que ce soit en latitude ou en altitude. Je passe vite sur ces données moyennes qui datent un petit peu, mais voilà, juste pour donner un peu une idée de encore une fois en moyenne de ce que ça veut dire, où voilà, on avait dans des méta-analyses ont été documenté le fait que les arbres remontaient soit en moyenne donc de 6 km par décennie. Donc vous pouvez voir ce que ça peut donner ça s'était calculé sur les 50 dernières années du XXe siècle. Et même chose, alors c'est sur tout le XXe siècle, de 6 mètres en moyenne par décennie. Donc en moyenne de 60 ans sur le siècle en altitude. Donc on parle de l'altitude optimale de répartition. Donc c'est quand même des choses qui sont drastiques, surtout que forcément on ne va pas pouvoir continuer à avoir ces tendances de façon linéaire. On va forcément avoir un blocage. Et j'en profite pour faire un petit aparté sur comment en fait on peut essayer d'anticiper le changement de sa répartition future. J'aime bien parler de ça parce qu'il y a deux gammes d'outils on va dire, qui existent, et la majeure partie des outils sur lesquels on a des infos, ou même dans la presse, quand on parle, par exemple, vous entendez dans le futur on aura, je dis pas n'importe quoi, 30% de la biodiversité en moins, même au-delà des arbres, en 2050 par exemple. Ça vient souvent avec ce premier outil, qui sont donc des modèles corrélatifs qui font en fait qui
qui repose sur l'établissement de corrélations statistiques entre la répartition donc, des données de présence-absence des espèces et des données environnementales, notamment climatiques. Et en fait, par exemple ici, vous voyez, c'est la répartition du hêtre en France. On peut faire un lien lorsqu'on superpose une carte climatique sur la France, et on a une espèce de carte d'affinité climatique du hêtre. Et donc une fois qu'on a cette relation statistique, on va dire pour faire simple, température, précipitation et présence-absence, on l'extrapole avec des données par exemple de GCM, donc fournies selon par exemple des différents scénarios du GIEC, et on fait des prédictions futures, voilà, par exemple en 2100 avec un scénario donné. Par exemple, voilà, ouais, on a une énorme réduction de l'aire de répartition potentielle du hêtre. Alors, ces modèles, comme vous pouvez le sentir, si vous n'êtes pas familier, sont en fait très faciles à utiliser, parce qu'on a juste besoin de bonnes données de répartition et de données climatiques qui sont maintenant voilà, très faciles d'accès. Et donc ces modèles sont très très utilisés. En fait, on n'a même pas besoin d'infos biologiques sur l'espèce, de connaissances biologiques, écologiques sur l'espèce. Mais voilà, c'est pour ça que je mets attention, parce que justement, on ne prend pas en compte la biologie des espèces dans ce genre d'approche, et c'est vraiment une approche statistique. Juste un mot pour dire que voilà, il y a des alternatives qui existent, notamment, moi j'ai mis ce modèle-là, parce que c'est le modèle voilà, sur lequel j'ai travaillé en thèse notamment, où on essaye cette fois de prendre en compte la biologie des espèces pour prédire la répartition des espèces. Et ce qui est intéressant, bien sûr, c'est qu'on confronte les deux types d'approches, c'est-à-dire l'approche purement statistique ou un peu plus, celle qui prend un peu plus en compte la biologie. Et on peut essayer de comparer les deux approches et on peut voir qu'en moyenne, encore une fois, hein, là c'est l'exemple pour le hêtre par exemple, sur des projections futures avec soit des modèles plutôt corrélatifs, soit des modèles plutôt mécanistes entre guillemets, on voit que en rouge c'est les extinctions prédites, que évidemment les modèles statistiques, étant donné qu'ils ont une relation fixe entre la présence-absence et les conditions, prédisent des niveaux d'extinction beaucoup plus forts que les modèles mécanistes qui sont un peu plus conservatifs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être alarmiste ou quoi, mais c'est pour un peu pondérer certains messages que parfois on peut trouver, notamment dans la presse, comme je le disais tout à l'heure, sur les taux d'extinction de la biodiversité par exemple. Même si, encore une fois, dans certains cas, les modèles mécanistes peuvent être plus pessimistes que les modèles corrélatifs. Et puis voilà, ça c'est, vu que c'est notre futur peut-être en France, donc le chêne vert, donc une extinction, voilà, là tout le monde s'accorde à prévoir une extinction de l'aire potentielle du chêne vert en France, donc là c'était en 2055 en l'occurrence. Ces changements de répartition amènent, bien sûr cette fois à une échelle plus locale, à des changements de composition des communautés, donc par exemple au niveau des espèces qui peuvent coexister ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les modèles, on prédit notamment qu'on va avoir des recompositions de communautés d'espèces qui, a priori, ne coexistent pas actuellement. Donc quel va être, par exemple, les résultats au niveau des interactions entre ces espèces. Pour illustrer cela, alors c'est pas que des arbres, mais juste pour vous montrer les conséquences de tout ça, c'est cette étude qui a montré que, encore une fois, en plus de 100 ans, on a eu une augmentation de la richesse spécifique vers les sommets en montagne. Parce que voilà, avec le réchauffement, ça pousse quelque part les espèces vers les sommets, mais comme il y a une limite, on a une accumulation d'espèces, et bien sûr, on peut imaginer que la suite, c'est aussi une accumulation ensuite d'extinction, quand les conditions ne seront même plus bonnes pour ces espèces-là. Donc tout ça pour dire, voilà, les forêts sont vulnérables au changement climatique, mais le point où je voulais en venir, c'est que cette vulnérabilité, elle dépend aussi d'autres choses, et notamment de la composition des forêts. En effet, le fonctionnement de l'écosystème forestier et son effet sur d'autres services écosystémiques, on y viendra, maintenant on a de plus en plus d'accumulation de preuves que ça dépend fortement de la composition en forêt, notamment si on caricature, si on compare donc les forêts pures ou monospécifiques dominées par une seule espèce, ou des forêts dominées par plusieurs espèces où il y a coexistence, ou forêt mélangée. Première chose qu'on sait déjà, c'est que, j'ai pas vraiment de référence, mais c'est que les forêts mélangées hébergent, encore une fois en moyenne et toute action confondue, davantage d'espèces que les forêts monospécifiques. Deuxième chose, encore une fois en moyenne, les forêts mélangées sont plus productives que les forêts monospécifiques. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette
analyse faite au niveau mondial sur la façon dont ils ont fait ça, mais bon voilà, toujours est-il qu'ils montrent voilà, cette tendance, lorsqu'on a plus d'espèces, on a plus de productivité. Sur des exemples plus locaux, bon, même si là c'est une étude à laquelle j'ai participé, où on a fait à peu près, on a essayé de faire un peu pareil, mais c'était surtout pour explorer l'effet du climat. On avait montré qu'en fait, là, vous voyez, quand les points sont au-dessus de zéro, ça veut dire que les forêts mélangées sont plus productives que les forêts monospécifiques. Et on montrait que la tendance, une tendance légère à l'augmentation de cet effet lorsqu'on avait plus de précipitations. Tendance confirmée par une étude européenne, enfin à l'échelle européenne, sur 6 sites en Europe, où voilà, les collègues là ont comparé. Donc en l'occurrence, ça c'est un des 6 sites, c'est en Espagne. Voilà, le lien entre richesse spécifique et productivité, et montrait que les années humides, la tendance était plus forte que les années sèches. Un autre exemple, encore une fois, cette fois dans les Vosges, d'un collègue, la François Le Bourgeois, qui a montré que les sapins dans les Vosges étaient moins sensibles à la sécheresse lorsqu'ils étaient en mélange avec une autre essence. Et toujours, alors là c'est la compilation de l'étude juste avant là, sur le site en Espagne, donc à l'échelle des 6 sites en Europe, où il montre là encore une fois, alors c'est pas seulement la productivité, c'est sa stabilité au cours du temps, c'est-à-dire la variance de la productivité au cours du temps, qui est en fait plus grande lorsqu'on a plus d'espèces en moyenne. Et il y a un site quand même où il y a une tendance inverse. Et puis un exemple, voilà, je fais un peu de pub pour moi. Donc ça c'est un dispositif que j'ai mis en place donc depuis 10 ans, depuis mon recrutement au CNRS, où en fait je compare le long d'un gradient climatique, donc dans les Alpes, enfin entre la Provence et les Alpes du Nord, où je compare des forêts pures et des forêts mélangées, avec en plus des gradients altitudinaux au niveau de chaque site. Donc en gros un gradient latitudinal et un gradient altitudinal dans chaque point, plus ou moins, et où on essaye de regarder les changements sur le long terme, et en particulier la productivité. Et on a notamment pu montrer, pu tester déjà cette hypothèse dite d'assurance écologique, c'est-à-dire de savoir si les peuplements mélangés avaient une meilleure résilience que les peuplements monospécifiques, c'est-à-dire qu'ils recouvraient plus vite un niveau antérieur après une perturbation, en l'occurrence, par exemple, une année stressante au niveau hydrique. Et je n'ai pas le temps de vous détailler des résultats, mais globalement, on a pu montrer ça, même si la vraie réponse, c'est ça dépend. Ça dépend des sites, ça dépend des types de mélanges. Mais en moyenne, quand même, on a plutôt une tendance à montrer que la résilience des mélanges est plus forte que, notamment d'ailleurs dans la partie nord du gradient, qui est en fait la hêtraie sapinière. Le mélange est plus résilient donc, aux événements de sécheresse que les peuplements monospécifiques correspondants. Mais encore une fois, tout cela, le message aussi important avec ça, c'est que même ce que j'ai montré sur les diapos d'avant, c'est très dépendant du contexte climatique et bien sûr de l'identité des espèces. D'où l'importance de connaître l'écologie des espèces. Sur le risque feu, les données que j'ai trouvées sont assez contrastées. Donc il y a du pour et du contre. Enfin, en tout cas, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un avantage ou un inconvénient dans l'un des systèmes qu'il faudrait mélanger au monospécifique vis-à-vis de ça. Par contre, au niveau de la résistance au stress hydrique, c'est déjà un peu parlé via la productivité, encore une fois en moyenne, on a quand même ce message que les forêts mélangées sont plus résistantes donc, à la sécheresse, même si voilà, les choses encore une fois sont contrastées. Par exemple là c'est toujours la même le même projet européen là, sur les 6 sites, bon, en l'occurrence ils ont publié que sur 5 sites, mais où ils ont pu montrer, les collègues, que en gros, là vous avez donc on va dire un indice de diversité qui est lié donc en gros, est-ce que la forêt est mélangée par là ou plutôt monospécifique ici, et en ordonnée donc un indice de sensibilité à la sécheresse, et ils ont montré que quand on avait une tendance significative, c'était plutôt voilà, une tendance donc à une moindre sensibilité lorsqu'on avait plus de diversité. Mais sur quand même 3 sites sur 5, ils n'ont pas montré de tendance. Alors, ils n'ont pas montré l'inverse non plus, mais ils n'ont pas montré de tendance. Ce qui fait que, voilà, encore une fois, on peut avoir une meilleure résistance à la sécheresse grâce au mélange, mais ça dépend des conditions et du type de peuplement, c'est-à-dire de sa composition.
Cette étude, cette fois à l'échelle globale, elle a montré, alors c'est pas vraiment la diversité en espèces directement, mais c'est la diversité des traits hydrauliques dans la communauté, qui est liée quand même évidemment à la diversité en espèces, ont montré qu'on avait globalement une diminution de la sensibilité à la sécheresse avec une augmentation de cette diversité de traits hydrauliques. Et en allant même un peu plus loin sur, pas juste cette fois la résistance au stress hydrique entre guillemets, mais j'ai essayé de voir ce qui se passait au niveau, s'il y avait des données au niveau déjà du microclimat, c'est-à-dire est-ce que le microclimat forestier d'une forêt mélangée est différent de celui d'une forêt monospécifique en moyenne. Alors, peut-être j'ai pas bien cherché, mais la seule vraie étude que j'ai trouvée, c'est cette étude là qui date déjà de 2006, qui a comparé en fait des plantations en forêt tropicale et avec des forêts secondaires, donc après coupe, mais avec une recolonisation naturelle entre guillemets, qui montrait qu'en fait la température moyenne dans le changement de température dans la plantation était plus fort que dans la forêt secondaire. Donc voilà, c'est un maigre exemple. Pour tout vous dire, on est en train aussi de quantifier ça sur notre gradient là, d'essayer de comparer notamment les données microclimatiques entre les mélanges et les purs, en faisant l'hypothèse que dans le mélange, on a ce qu'on appelle le canopy packing, c'est-à-dire davantage c'est une hypothèse, de masse foliaire dans les mélanges, ce qui tendrait à se vérifier d'ailleurs donc dans nos données, ce qui peut aussi expliquer les différences sur la productivité moyenne, mais les premiers résultats tendraient à montrer quand même qu'on a par exemple une température qui est davantage tamponnée sous les mélanges que dans les peuplements monospécifiques. Autre chose, cette fois qui est quand même pareil, un peu mieux connu, c'est sur les dégâts de tempête. On sait que les mélanges sont un peu plus résistants que les peuplements monospécifiques, même si encore une fois ça dépend des espèces. Bon, là, c'est des exemples de tempêtes, là, notamment qu'on avait eu donc, il y a 20 ans en France. Et l'hypothèse, en fait, c'est que l'énergie est mieux dissipée, notamment avec ces histoires de canopy packing en mélange, est mieux dissipée parce qu'on a davantage de strates dans les forêts mélangées que dans les forêts monospécifiques. Et puis peut-être l'effet le plus fort qui est connu, c'est la meilleure résistance des forêts mélangées aux attaques de ravageurs et herbivores par rapport aux forêts monospécifiques. Ça c'est vraiment vraiment le patron le plus fort qui peut être montré pour l'instant lorsqu'on contraste les deux types de forêts. Donc voilà, compilation pour dire que voilà, cette vulnérabilité au changement climatique et le fonctionnement associé dépend du type de peuplement et de la composition en espèces. Et bien sûr, cela impacte, donc vu que le fonctionnement forestier dépend de cela, ça impacte bien sûr les services ou les contributions, comme il faut dire maintenant, forestières, donc contributions qui dépendent du fonctionnement forestier, sont également impactées par le changement climatique et par cette composition en essence. Donc, bon là, encore une fois, c'est non exhaustif, mais voilà, j'essaie de donner un panel. C'est vrai qu'on se focalise justement, je vais revenir surtout sur l'aspect croissance, mais sur tous les autres services de la forêt dépendent fortement, à des degrés divers bien sûr, de cette composition en espèces. Alors voilà, un petit laïus maintenant sur le fait que ce futur des forêts, vu qu'encore une fois, la session c'est les forêts du futur, notamment en forêt métropolitaine et européenne, ce futur des forêts est souvent exploré à travers ce prisme, le prisme de surtout des services dits liés au carbone. Alors bien sûr, les forêts stockent du carbone, parce que les forêts sont donc des puits de carbone qui, en moyenne, alors c'est un peu surévalué, je pense que tout le monde s'accorde à le dire, mais bon, j'ai laissé ça quand même. Par exemple, la forêt métropolitaine stockerait jusqu'à 20% des émissions nationales. Donc vous pouvez imaginer le poids politique que peut avoir la forêt pour essayer de tenir les accords que la France a signés, notamment l'accord de Paris. D'ailleurs, donc, ce que j'ai dit juste avant, donc voilà, que les forêts étaient fortement impactées par le changement climatique. Donc les forêts sont une cible du changement climatique, mais elles sont aussi un levier d'action, puisque donc leur pouvoir leur propriété d'être des puits de carbone permet d'être impliqué, d'être même utilisé dans les politiques publiques pour tenir justement les objectifs climat. Et donc il y a un intense débat depuis, 2-3 ans, sur quelles mesures d'adaptation on doit faire,
mais c'est là où je boucle sur mon thème, c'est que l'importance de la diversité en essence est souvent éludée dans ce débat. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai parlé, le futur des forêts est surtout regardé par ce prisme carbone, essentiellement, pas que, mais essentiellement, et notamment cette question arrive souvent en deuxième, voire troisième niveau. Donc pour être un peu plus concret sur cet intense débat, par exemple, si vraiment on caricaturait, il y a beaucoup d'études et de rapports, comme je dis, qui ont été publiés depuis 3 ans sur cette question. Et si on caricaturait, par exemple, on pourrait dire, est-ce qu'il faut intensifier la gestion dans les forêts métropolitaines pour justement dire, si on coupe les arbres, on stocke du carbone, et puis après ça repousse, donc c'est vertueux. Donc est-ce qu'on augmente les coupes et puis on fait plus de plantations, vu qu'on fait notamment de coupes rases, ou est-ce qu'on mise davantage sur la résilience naturelle et notamment le mélange d'espèces? Et en fait, force est de constater qu'on n'a pas tous les éléments scientifiques pour trancher. On en a quand même un petit peu. Donc par exemple, faut-il couper plus et planter plus pour stocker plus? Alors cette idée-là, elle vient du fait d'une vieille idée donc des années 50 qui faisait un peu d'anthropomorphisme sur les forêts, dire la forêt, quand elle est jeune, elle produit beaucoup parce qu'elle est performante. Puis après, elle est un peu comme moi, là, vers le milieu de vie, on commence à saturer, et puis après on décline. Ça c'est la théorie. Et la théorie est un peu en ce moment battue en brèche parce qu'en fait le problème c'est qu'on n'avait pas, c'était difficile d'avoir des vraies données sur les capacités de l'écosystème à stocker du carbone. Mais, alors notamment pour ceux qui connaissent peu Chamon, depuis maintenant plusieurs décennies, ou quelques années dépendamment des sites, on commence à avoir des données sur la capacité réelle de l'écosystème, donc vraiment arbre plus sol à stocker du carbone, par notamment ce genre de tour à flux, où on peut vraiment quantifier les échanges de carbone entre les biosphères et l'atmosphère. Et donc une étude par exemple nord-américaine a pu montrer que en fait la forme globale était peut-être un peu différente de la théorie et surtout beaucoup plus étirée. C'est-à-dire que sur la fameuse diminution de capacité à stocker du carbone n'est peut-être vraiment pas si claire que ça, et où arrive vraiment sur des âges longs. Pour rappel, la forêt française a 60 ans en moyenne. Donc voilà. Et une autre étude, cette fois à l'échelle internationale, a même montré que finalement le déclin, s'il arrive, il arrive vraiment très tard. Donc voilà, cette tendance n'est pas si claire, voire donc contraire aux données. Petit bémol, où ça pourrait même augmenter cette tendance, en fait, souvent c'est, notamment pour ce que je connais moi en Europe, souvent les forêts où il y a ces tours à flux sont des forêts, je dis monoculture, mais enfin plutôt en tout cas monospécifiques. Donc quid des forêts mélangées. Et donc cette idée de couper plus va aussi avec l'idée de planter plus. Et donc planter plus, en fait, c'est souvent lié après des coupes rases. Je ne vais pas parler longuement de coupes rases ici, mais juste dire que ces coupes rases ont un énorme effet, on le sait, négatif au niveau carbone, notamment sur le sol, et puis bien sûr sur la diversité, notamment là aussi du sol. On se focalise souvent sur l'aérien, mais en fait le problème des coupes rases, c'est surtout le sol. Et les études ont montré, même si encore une fois on n'a pas d'études sur le très long terme, qu'au niveau carbone, il y a une énorme dette carbone avec ces coupes rases, parfois sur plusieurs décennies. Et puis, quelque chose qui prend de plus en plus, c'est qu'on a aussi, bien sûr, un coût sociétal, notamment auprès du grand public, sur ce mode de gestion. Mais moi, ce que je voulais surtout dire, c'est que quand on plante des forêts, notamment en France, dans l'extrême majorité des cas, c'est des plantations monospécifiques. Vous voyez là, en moyenne, on est à... C'est les médianes, mais en fait, en moyenne, on est à plus de 80% des forêts, des plantations en France sont monospécifiques. Donc, si on a, comme je l'ai dit au départ, le souci, c'est que ces forêts, ces plantations sont plus sensibles aux aléas climatiques, plus sensibles aux attaques de ravageurs. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour le futur? Sans parler de problèmes... Alors, de tous ces problèmes-là, je vous ai juste mis ces deux exemples. Ça, c'est pour illustrer, là, c'était un papier qui a fait beaucoup de bruit sur dire « Ah, mais changement climatique, c'est bon, on peut planter plein d'arbres, des milliards et des milliards d'arbres à l'échelle de la planète, et ils vont compenser nos émissions. » Depuis, les auteurs font un peu acte de contrition en essayant de dire « Oui, mais il faut faire attention comment on plante, parce que bien sûr, c'est bien beau de planter des arbres, mais tout se pose les questions ensuite de où est-ce qu'on les plante, qu'est-ce qu'on plante, notamment avec le changement climatique, et puis
comment on les plante. Est-ce qu'on fait des peuplements purs ou des peuplements mélangés, sachant que les purs ont de grandes chances d'être un peu plus sensibles, notamment aux aléas climatiques et d'attaque, que les peuplements mélangés. Et ce qui nous ramène à la vulnérabilité au changement climatique. Et puis, ça, cet exemple, c'est une plantation, large plantation en Turquie, où ils sont gargarisés de planter, je crois que ça, 11 millions d'arbres. Et puis, en fait, 6 mois après, c'est pas ça, hein, c'est juste pour illustrer la photo, mais et 6 mois après, les 9 millions étaient morts, je crois. Parce que voilà, c'est bien beau de planter des arbres, mais il faut quand même s'en occuper après. Et puis, peut-être la question la plus importante, c'est la temporalité. On plante pour le carbone, oui d'accord, mais les arbres vont stocker du carbone que dans parfois 50 ans après, vraiment, quand ils auront atteint justement leur stade mature. Or, c'est maintenant qu'il faut réduire nos émissions. Et voilà, j'aime bien aussi mettre cette diapo qui illustre un peu, en ce moment on parle beaucoup de plantation comme remède miracle au changement climatique, ce qui élude un peu en fait toutes les solutions, en tout cas moi j'estime plus pérennes sur le long terme, plus basées sur vraiment les connaissances des écosystèmes et de miser sur leur résilience. Donc voilà, on a cet intense débat. Question ouverte, encore une fois, le mélange d'essence comme solution, mais on a des manques de connaissances voilà, qu'on essaie de combler, mais c'est un peu tout le problème avec l'histoire du changement climatique, c'est qu'on nous demande des réponses maintenant et qu'on n'a pas tous les éléments. Mais quand même, je pense que, en tout cas pour ma part, pour en tout cas essayer de pérenniser l'ensemble de ces services écosystémiques, miser sur la forêt mélangée, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée parce que on sait que donc elles sont a priori plus résilientes et puis plus fonctionnelles entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles peuvent maximiser davantage de services écosystémiques en même temps, ce qu'on appelle globalement les forêts mélangées ont une plus grande multifonctionnalité que les forêts monospécifiques. Et je vous remercie.